Aujourd'hui, on va faire le cours sur les AVC, d'accord? Donc, pour ce cours des AVC, l'AVC, c'est un cours qui est très important. Il faut garder en tête ce qui est essentiel dans les AVC, parce que quand vous allez lire, vous allez retrouver beaucoup de références en matière d'AVC, mais l'essentiel dans un cours, c'est de comprendre c'est quoi l'AVC, de comprendre aussi les choses les plus importantes, le plan du cours à aborder, notamment les introductions, les définitions de l'AVC, les facteurs de risque que vous trouvez, les anatomies et l'anatomie et la physiopathologie et la physiologie d'un AVC, diagnostic surtout topographique et le diagnostic, comment faire un diagnostic d'AVC, les explorations radiologiques, notamment le scanner et l'IRM cérébral, et la prise en charge thérapeutique. Donc, ce cours, l'étudiant doit comprendre c'est quoi, premièrement, un AVC, comment se constitue un AVC, mais aussi reconnaître un AVC cliniquement, reconnaître les facteurs de risque, savoir comment l'identifier, et notamment par quel examen, et une prise en charge thérapeutique. Dans ce cours, on a mis les AVC, mais on va aborder surtout l'AVC ischémique. Donc, comme définition, l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral, est un déficit neurologique qui est brutal, d'origine vasculaire. Déjà, en neurologie, quand on a un déficit qui est brutal, on pense toujours à une origine qui est vasculaire. Parce qu'en neurologie, on a plusieurs étiologies. On a des étiologies inflammatoires, par exemple dans la sclérose en plaques, infectieuses, lors des maladies infectieuses, tumorales, métaboliques, et vasculaire, c'est la partie aussi très importante. Et donc, on a l'accident vasculaire cérébral ischémique, par exemple, constitué, l'AIC, c'est-à-dire un accident ischémique constitué, est un déficit neurologique soudain, c'est-à-dire brutal, d'origine ischémique, et donc la symptomatologie clinique dure plus de 24 heures. Parce qu'on va voir après que lorsqu'un déficit neurologique il régresse, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans un accident ischémique transitoire. D'accord? Et donc, quelques notions d'épidémiologie. Les AVC sont responsables de 10 à 12% des décès dans les pays industrialisés. On a différents types d'accidents vasculaires cérébraux. On a l'accident ischémique cérébral d'origine ischémique où il y a une obstruction vasculaire qui représente environ 80% des accidents vasculaires cérébraux et qu'on va l'aborder aujourd'hui. On a l'accident vasculaire cérébral hémorragique et qui est défini aussi par l'issue de sang dans le parenchyme cérébral. Il représente 15%. Et on a les hémorragies méningées, bien l'hémorragie sous-arachnoïdienne, parce qu'on a vu aussi dans le cours de compression médulaire, dans les enveloppes méningées, c'est l'issue de sang dans l'espace sous-arachnoïdien, c'est-à-dire entre l'arachnoïde et la pinnaire. Et ça représente 5% des AVC. Donc aujourd'hui, on va bien discuter les accidents ischémiques cérébraux. 75%, la majorité, disons, des patients, ils ont plus de 65%, mais on peut retrouver les AVC chez les sujets jeunes, parfois même chez les enfants. On a une légère prédominance masculine, une taux de mortalité de 17 à 34%. Bon. Là, c'est une chose très importante. On a les facteurs de risque des accidents vasculaires cérébraux, surtout ischémiques, ils sont plusieurs. Et ces facteurs de risque, ils sont très importants à connaître parce qu'ils nous permettent de moins une prévention pour cet accident vasculaire. On a l'accident ischémique transitoire. Il multiplie le risque par 7. C'est-à-dire un accident ischémique transitoire, qu'on va voir la définition après, lorsqu'un patient vient par un déficit neurologique qui régresse au bout d'un certain temps, et cette symptomatologie, elle se répète, donc là, il y a un problème. On peut, ce temps-là, régler le problème, ou bien, si on lui laisse, on peut arriver à la constitution d'un accident vasculaire cérébral clair, constitué. Donc, si on traite tôt l'AIT, on peut éviter le passage vers un accident vasculaire constitué.
On a aussi l'HTA, un facteur de risque important. Le diabète, s'il est mal équilibré, les dyslipidémies, comme les hypercholestérolémies, les cardiopathies ischémiques, la consommation de tabac, aussi l'épaississement intime immédiat, mais aussi les autres facteurs de risque comme l'alcool, les contraceptifs, l'apparition d'un souffle carotidien et le ronflement nocturne. Le ronflement nocturne se trouve parfois dans une pathologie qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. Et ce syndrome, il est plutôt mal connu, mais il est assez fréquent. On commence à avoir une fréquence importante chez nous. C'est une obstruction de respiration qui peut entraîner des ronflements importants et un défaut d'oxygénation cérébrale qui peut aboutir au bout d'un certain temps à un accident vasculaire cérébral, à des complications cardiaques, à diverses complications. Donc, ces facteurs de risque sont très importants à connaître. On les recherche surtout lors de l'interrogatoire d'un patient qui a fait un AVC ou dont on suspecte un AVC, mais aussi on les utilise pour conseiller le patient pour bien prendre en considération ces facteurs. Donc, pour rappel anatomique, on a l'accident vasculaire cérébral artériel, d'accord? On a aussi d'autres accidents vasculaires cérébraux veineux, on a parlé d'artériel, le veineux, comme les thromboses veineuses cérébrales, mais ici, c'est l'accident vasculaire cérébral, notamment ischémique, donc on parle de système artériel. Donc, le système artériel, l'encéphale consomme environ 20% du débit cardiaque pour une masse d'1,7 kg. La vascularisation cérébrale est assurée par deux systèmes artériels. On a les deux carotides internes et les deux vertébrales qui sont réunis par le tronc basilaire, ce qu'on appelle le polygone de Willis. On va le voir dans les schémas. Là, on voit très bien l'aorte, d'accord, l'aorte abdominale. On a la carotide primitive, les carotides internes, voilà, les carotides internes, et les vertébrales, gauche et droite. Les vertébrales, quand ils s'unissent par le tronc basilaire, et on a ici le polygone de Willis, d'accord? Et le polygone de Willis, il est très important à connaître. Donc, voilà un schéma du polygone de Willis. On a vu le tronc basilaire. Là, c'est les artères vertébrales. Ici, on parle de circulation postérieure parce que là, la circulation, ces artères, elles irriguent notamment le cervelet et là, le cerveau. On a la carotide interne. Voilà. Là, on a l'artère ophtalmique qui sort plus ou moins de la carotide interne. C'est important parce qu'on va la voir après. On a la cérébrale moyenne, d'accord? On a la cérébrale postérieure et la cérébrale antérieure. C'est les principaux artères à connaître obligatoirement lors d'un accident vasculaire cérébral. Et donc, on a différentes coupes du cerveau en frontal, soit en horizontal. Et là, on voit en rouge, par exemple, ici, c'est l'artère cérébrale antérieure. Voilà. L'artère cérébrale moyenne. Voilà. Ce qu'on appelle l'artère cérébrale moyenne ou sylvienne. Et l'artère cérébrale postérieure. D'accord? Qui s'occupe aussi de la circulation postérieure. Donc, comme notion de physiopathologie, le débit sanguin cérébral à l'état physiologique de 50 ml par 100 g de sang, d'accord? On a une notion d'ischémie. On a une notion d'ischémie. L'ischémie cérébrale est définie lorsque le débit il est aux environs de 50 ml par 100 g par minute. C'est un débit cérébral est bon. On a une ischémie si le débit il descend à inférieur à 22 et on a une nécrose du tissu cérébral si le débit est inférieur à 10 ml, d'accord, pendant plus de 3 minutes. Et là, lorsque le débit est entre 10 ml et 18, ce qu'on appelle la zone pénombre ischémique. Et cette zone pénombre ischémique, elle est très importante à connaître parce que c'est là qu'on peut jouer à sauver ce parenchyme cérébral. On va voir par la suite. Donc, le mécanisme de l'ischémie, on a thromboembolique, hémodynamique.
atteinte des artères perforantes d'hypohyalinose, par tissu lipide parallèle des lipides, un vasospasme, c'est-à-dire qu'on n'a pas une obstruction, mais un vasospasme, et une hyperviscosité sanguine. C'est les différents mécanismes qui entraînent cette ischémie cérébrale. Là, on voit un schéma sur la constitution d'un thrombus. On a une plaque d'athérome qui entraîne une sténose, puis la constitution d'un thrombus mural. Ce thrombus va migrer et entraîner des emboles qui vont par ailleurs boucher certaines artères ou bien artères cérébrales et entraînent un AVC. Et parfois, on a une occlusion totale. Là, au niveau carotidien, des fois, on a besoin d'identifier ça au début, avant la constitution ou bien la migration. Et on a un examen important qu'on va le voir après, c'est l'échodoppler des troncs supraaortiques. Là, on voit en noir, c'est la zone de nécrose. On a vu le débit qui est inférieur à 10. Et la zone de pénombre. La zone de pénombre, c'est ça. Ça veut dire la zone de pénombre, cette zone, on peut la récupérer. On peut la récupérer par des procédés qui sont spécifiques, comme on va voir après la thrombolyse. D'accord? C'est pour ça qu'il faut agir vite, parce que après, si on n'agit pas vite, il y a la zone de nécrose va continuer et on n'aura pas du tissu à sauver. D'accord? Donc, quand on est ici, il faut faire vite pour faire la thrombolyse pour récupérer le maximum de tissu cérébral. Donc là, c'est un petit rappel parce qu'on va voir dans la clinique des AVC qu'on a des hémianopsies latérales homonymes. On voit ça, si vous vous rappelez, c'est l'anatomie des voies optiques. On a l'œil, le nerf optique, le chiasme optique. Quand on a bien sûr une atteinte du nerf optique, on a une amorphose, cécité totale. Du chiasme, on a une hémianopsie bitemporale. Et dans le tissu aussi cérébral, on va voir surtout dans les bandelettes optiques, une hémianopsie latérale homonyme. D'accord? Voilà pourquoi on a le chiasma optique, qu'on voit ici. Voilà le chiasma et les bandelettes. Voilà les bandelettes. D'accord? Et là, c'est le territoire qu'on peut le voir. Il peut avoir un territoire de l'artère cérébrale moyenne. Donc, on a parfois une hémianopsie latérale. D'accord? Et les radiations optiques parfois dans l'artère cérébrale postérieure. Donc, on a toujours une symptomatologie visuelle qui peut apparaître. Donc, on va maintenant voir le diagnostic positif. Là, c'est important parce que comment reconnaître un AVC, surtout ischémique. Donc, l'interrogatoire, un début brutal. Si dans l'interrogatoire, on voit que le début du trouble remonte il y a 2 ans, d'une manière progressive, là, on n'est pas dans l'AVC. On est dans une pathologie plutôt progressive, comme par exemple une sclérose en plaques. D'accord? Mais quand on a un début brutal, c'est soit un traumatisme, soit une cause vasculaire. Donc, un début brutal. Les antécédents et les facteurs de risque qu'on a vu tout à l'heure, c'est très important à les rechercher pour pouvoir les régler. Un examen neurologique qui doit être détaillé et des examens neuroradiologiques. D'accord? Et donc, on a les 4 critères en faveur d'une nature vasculaire d'un déficit neurologique. On a l'installation brutale. On a le patient n'a rien, puis brutalement, il a un problème neurologique. Donc là, on suspecte une origine vasculaire. Le caractère focal du déficit neurologique, c'est-à-dire qu'on a un déficit neurologique avec une hémiplégie d'un côté, avec un déficit de l'acuité visuelle, avec une paralysie brutale. On a des signes de localisation, d'accord? Un caractère focal d'un déficit neurologique, le caractère déficitaire des symptômes, d'accord? C'est-à-dire qu'on a des déficits neurologiques et l'intensité d'emblée maximale. On a un déficit qui est d'emblée dans son intensité maximale. Ces 4 critères nous font évoquer une nature vasculaire d'un déficit neurologique. Donc, les symptômes initiaux d'un AVC. On a les plus fréquents, on a un déficit moteur, on a une hémiplégie. On dit plégie, ça veut dire un déficit moteur total. Donc, hémiplégie, c'est un déficit hémicorporel qui est plus souvent total, parfois même une hémiparésie qui est une faiblesse musculaire partielle d'un hémicorps. On a parfois des troubles sensitifs,
une hypoesthésie ou paresthésie, le plus souvent d'un hémicorps, difficulté aussi de parler ou pour comprendre, d'accord, comme notamment les aphasies, un trouble visuel mono ou binoculaire, c'est-à-dire d'un seul œil ou bien des deux yeux, l'apparition d'une confusion, des troubles de la marche et de l'équilibre, un défaut de coordination, ça, c'est les signes de début qu'on peut remarquer. Et là, les syndromes anatomocliniques. Les syndromes anatomocliniques qu'on va voir, ils sont fréquents et euh, ils sont assez étoffés. Par exemple, on a l'infarctus cérébraux de la circulation antérieure, c'est-à-dire des carotides qu'on a vu dans le schéma, et postérieure au niveau du territoire vertébro-basilaire. On va voir après aussi les lacunes, parce que je ne sais pas si vous avez vu des comptes rendus, par exemple, d'IRM, on trouve un syndrome lacunaire ou bien présence de multiples lacunes, et on a les infarctus jonctionnels, c'est-à-dire entre deux jonctions de vaisseaux. Donc, dans les infarctus de la circulation antérieure, on a l'ophtalmique, la cérébrale antérieure et la moyenne, et la postérieure, on a les infarctus du tronc cérébral. Les infarctus du tronc cérébral, ils sont très nombreux, ils se voient, vous pouvez les trouver fréquemment dans la littérature. On ne va pas s'étendre dans ces infarctus, mais on va citer les plus importants, les plus utilisés, les plus qu'on voit souvent. Les cérébelleux, ça donne plutôt les syndromes cérébelleux, et l'artère cérébrale postérieure. D'accord? Donc, l'infarctus de l'artère ophtalmique. On a vu tout à l'heure que au niveau de la cérébrale, au niveau de la carotide interne, naît une artère ophtalmique. Donc, ça donne une cécité monoculaire transitoire, une amorose fugace. Ça peut donner une baisse de l'acuité visuelle qui est plutôt brutale et transitoire. On a ce qu'on appelle le syndrome optico-pyramidal. Il est pathognomonique d'une atteinte carotidienne. C'est pour ça, lors de l'infarctus de l'artère ophtalmique, on est orienté vers une atteinte carotidienne. Parce que ça nous donne une cécité monoculaire et homolatérale et une hémiplégie contralatérale. C'est-à-dire qu'on a une atteinte pyramidale contralatérale et une cécité monoculaire. D'accord? Ce qu'on appelle le syndrome optico, c'est-à-dire une atteinte oculaire, d'accord, d'un côté, et pyramidale de l'autre côté, d'accord. Et quand on a ce syndrome, on suspecte une origine carotidienne, parce qu'on sait que l'artère carotide naît au niveau, l'artère ophtalmique naît sans de la carotide interne, d'accord. Donc, on a vu tout à l'heure ce schéma. On va commencer par l'infarctus de l'artère cérébrale moyenne, moyenne ou ce qu'on appelle la sylvienne. Voilà, la sylvienne, d'accord, la moyenne. La sylvienne, d'accord? La moyenne. Cette artère, on a l'artère cérébrale moyenne, elle a deux compartiments, moyenne superficielle et profonde, dont les symptômes diffèrent. On a pour l'artère cérébrale moyenne superficielle, voilà, sur une coupe radiologique, voilà, on la voit, c'est plutôt les faces latérales du cerveau, notamment le lobe frontal, l'insula, le lobe pariétal, temporal aussi, et l'anastomose entre la cérébrale antérieure et la postérieure. Et pour le territoire profond, voilà, c'est plutôt les noyaux lenticulo-striés, d'accord, et comme des noyaux gris centraux. Pourquoi? Vous voyez ici dans ce schéma, l'artère cérébrale moyenne ou sylvienne, elle envoie des artères centrales antérieures qui irriguent les noyaux gris centraux dans la partie plutôt profonde. Bon, là, c'est un schéma. Là, c'est un schéma, c'est un petit homme. Ce petit homme, c'est un fil, parce que c'est ça ce que le cerveau voit. C'est-à-dire notre corps est vu par le cerveau comme ça, d'accord? Avec une grande main, une grande bouche, un petit corps, d'accord? Voilà pourquoi, sur une coupe cérébrale, d'accord? Sur une coupe cérébrale, là, on a vu, c'est l'artère cérébrale antérieure, là, c'est la sylvienne ou moyenne, d'accord? Donc, on a dans la sylvienne ou moyenne, on a le visage, d'accord? On a vu la coupe comme elle est, et le bras, d'accord? Et là, dans l'antérieur, on a les membres inférieurs, ce qui explique la symptomatologie, l'homonculus de Penfield, d'accord?
l'homonculus de Penfield, voilà, d'accord? Donc, il est représenté comme ça. Donc, c'est pour ça, dans l'artère cérébrale sylvienne ou moyenne, on a une hémiplégie, par exemple, il y a un déficit brachio-facial. Et dans l'antérieur, qui prédomine plutôt au niveau des membres inférieurs. D'accord? Ça, c'est une représentation de notre corps dans le cerveau. D'accord? Et donc, l'infarctus de l'artère cérébrale moyenne ou bien sylvienne, on a dans la branche superficielle, on a une hémiplégie à prédominance brachio-faciale. On a vu pourquoi, d'accord, sur la répartition somatotopique de notre corps, d'accord, selon le schéma de l'homonculus de Penfield. On a des troubles sensitifs dans le territoire paralysie, une hémianopsie latérale homonyme qu'on a vu dans l'anatomie. L'atteinte de l'hémisphère majeur comporte une aphasie de Broca, qui est un trouble c'est une aphasie, c'est un trouble de l'élocution avec la compréhension dans cette aphasie de Broca, elle est peu touchée et l'expression, elle est vraiment diminuée, elle n'est pas fluente. Et dans l'aphasie de Wernicke, on a la compréhension, elle est touchée, le patient ne comprend pas, il dit n'importe quoi, d'accord? La praxie, c'est action, c'est un trouble de la réalisation et la programmation des actions, peut être idéomotrice et idéatoire. On a ce qu'on appelle le syndrome de Gerstmann en cas d'atteinte pariétale postérieure, et ce syndrome comporte une acalculie, un défaut de calcul, de agraphie et un défaut de reconnaissance des doigts et la non-distinction droite-gauche. Et en cas d'atteinte de l'hémisphère mineur, on a ce qu'on appelle le syndrome d'Anton-Babensky, avec la non-reconnaissance de ces troubles, ce qu'on appelle l'anosognosie, la non-reconnaissance de l'hémicorps paralysé, ça s'appelle l'hémiasomatognosie, et l'héminégligence. En cas d'infarctus cérébral sylvien profond, donc profond, on a plutôt une atteinte de la capsule interne. Donc, ce qu'on a, on a une hémiplégie massive et proportionnelle. C'est-à-dire qu'on a un déficit moteur qui est massif, qui est important et proportionnel, c'est-à-dire l'atteinte des membres supérieurs et inférieurs, elle est de même intensité. D'accord? Et l'infarctus cérébral sylvien total, donc là, on a un mélange des deux. Il associe les signes d'infarctus cérébral superficiel et profond. Donc, on a une hémiplégie qui est très importante, proportionnelle, une hémianesthésie, une hémianopsie latérale homonyme, une aphasie qui est globale, en cas d'atteinte de l'hémisphère majeur, une déviation conjuguée de la tête et des yeux vers la lésion et des troubles de la conscience initiaux qui sont fréquents. Donc, ça, c'est l'infarctus de l'artère cérébrale moyenne ou bien sylvienne. D'une manière schématique, quand on a un patient qui vient, il a fait un déficit neurologique récent, et quand vous faites l'examen, un examen neurologique même rapide, vous voyez une paralysie faciale plutôt centrale, avec un déficit qui est plutôt prédomine au niveau du membre supérieur, et que le membre inférieur n'est pas vraiment atteint, là, vous dites, là, c'est un infarctus plutôt sylvien, droit, si le déficit est du côté gauche. D'accord? D'une manière plutôt simplifiée. Donc, l'artère cérébrale antérieure. On a vu tout de suite, c'est un territoire cortical. On a plutôt le lobe frontal dans sa face interne et orbitaire et le lobe pariétal dans sa face interne. Là, voilà, l'artère cérébrale antérieure. D'accord? Donc, on a dit, comme on a vu tout à l'heure le schéma, on a vu qu'il y a un déficit, que le membre inférieur elle est représenté ici. Donc, on a une hémiplégie à prédominance crurale. Hémiplégie, c'est un déficit total, c'est-à-dire que le membre supérieur peut être touché, bien sûr, mais ça prédomine en crural. Crural, c'est au niveau des membres inférieurs, avec des troubles sensitifs, secondaires surtout à une atteinte du lobule paracentraux. On a une apraxie idéatoire de la main, et comme le lobe frontal est massivement touché, donc on a un syndrome frontal. Donc, lors de l'association d'un infarctus cérébral antérieur ou bien sylvien, et là, lorsqu'on a une cécité monoculaire contralatérale à l'hémiplégie, on a donc une atteinte de l'artère ophtalmique. Et là, elle définit le syndrome optico-pyramidal et suggère une occlusion carotidienne. Donc, en plus, si on a une suspicion d'une occlusion de l'artère ophtalmique, là, on est dans un problème qui est plutôt profond dans la carotide
plutôt interne. C'est une occlusion carotidienne. Donc, on a vu les syndromes anatomocliniques surtout antérieurs, et maintenant on va passer dans le système vertébro-basilaire. D'accord? Donc, dans le vertébro-basilaire, on a l'artère cérébrale postérieure. L'artère cérébrale postérieure, dans sa portion superficielle, on a la région temporale, occipitale, le gyrus singulaire, le splénium, d'accord, ici en vert. Donc, et dans sa partie profonde, on a surtout le thalamus et les structures surtout sous-thalamiques, d'accord? Plus les pédoncules, le plexus et le choroïdien et les hippocampes. On voit ici l'artère cérébrale postérieure. Et donc, l'infarctus cérébral postérieur, dans le territoire superficiel, on a une anopsie latérale homonyme, parfois isolée. On a une alexie, agnosie visuelle, des troubles de la représentation spatiale et de la prosopagnosie. Or, dans le territoire profond, on a le syndrome thalamique. Le syndrome thalamique qui plutôt représente la douleur et les problèmes sensitifs. Donc, on a un trouble sensitif à tous les modes de l'hémicorne contralatérale. Il y a la décussation qu'on a vu autrefois, parfois une douleur intense jusqu'à l'hyperpathie, c'est-à-dire un simple éclairement de la peau entraîne une douleur très importante et rarement des mouvements, un mouvement de la main. En cas d'atteinte bilatérale et complète, on a ce qu'on appelle la cécité corticale et des troubles mnésiques qu'on peut retrouver dans le syndrome de Korsakoff, d'accord? Surtout par atteinte bilatérale de la face interne des lobes temporaux. Le tronc cérébral. Le tronc cérébral, l'atteinte du tronc cérébral représente ce qu'on appelle le syndrome alterne, qui est défini par une atteinte d'un nerf crânien du côté de la lésion et d'une voie longue, que ce soit sensitive ou bien motrice, qui est contralatérale à la lésion. D'accord? Donc, on a les trois étages du tronc cérébral, notamment le bulbe, le mésencéphale et les pédoncules cérébraux. D'accord? Donc, si on commence par le bulbe, on a le plus fréquent, on a ce qu'on appelle le syndrome de Wallenberg. Le syndrome de Wallenberg commence par un syndrome plutôt de la face latérale du bulbe, d'accord, latérale de Wallenberg. Donc, on a les symptomatologies initiales comme on a des sensations vertigineuses, des troubles de l'équilibre, parfois des céphalées postérieures, mais le syndrome de Wallenberg, on l'appelle aussi le syndrome alterne sensitif. Donc, on a alterne sensitif, ce qu'on appelle atteinte d'un nerf crânien d'un côté et atteinte d'une voie longue de l'autre côté. D'accord? Donc, du côté opposé à la lésion, ou bien du côté de la lésion, on a l'atteinte du 5, la cinquième paire crânienne du trigémio. On a une anesthésie de l'hémiphase, d'accord? Et du côté opposé, on a une atteinte du faisceau spinothalamique, d'accord? La sensibilité superficielle. Traduit une atteinte thermoalgésique de l'hémicorne épargnant la face. Donc, plus simplement, le syndrome de Wallenberg, c'est un syndrome sensitif alterne. Donc, du côté de la lésion, sensitif alterne. Du côté de la lésion, une atteinte du trigémio, du 5. Et du côté opposé, on a une anesthésie thermoalgésique, une atteinte du faisceau spinothalamique. À côté de ça, on a du côté de la lésion, on a un syndrome de Claude-Bernard-Horner par atteinte des voies sympathiques, un mini-syndrome cérébelleux, d'accord, une atteinte du 8e paire crânien avec un syndrome vestibulaire, un nystagmus rotatoire et une atteinte des larynx, la 9e et 10e paire crânienne avec des troubles de la phonation, de la déglutition, parfois paralysie de l'hémivoile, de l'hémipharynx, avec un signe du rideau. Donc, du côté de la lésion, si on résume, on a le syndrome de Claude-Bernard-Horner, un syndrome cérébelleux, une atteinte de la 8e paire crânienne, un syndrome vestibulaire, une atteinte mixte de la 9e et 10e paire crânienne et une atteinte du trigémio. Et du côté opposé à la lésion, on a une anesthésie thermoalgésique spinothalamique. D'accord? Donc, on a un infarctus grave du tronc cérébral. D'accord? On peut, si le tronc cérébral est touché d'une manière très importante, on peut avoir un coma. On peut avoir une atteinte motrice bilatérale, au maximum un locked-in syndrome. Par infarctus du pied de la protubérance, on a une quadriplégie, c'est-à-dire une atteinte des 4 membres, avec diplégie faciale, c'est-à-dire une paralysie
des deux paires crâniennes, du septième paire crânienne des deux côtés, d'accord? C'est-à-dire que le malade ne bouge pas, son visage aussi ne bouge pas, seulement les mouvements possibles, la verticalité des yeux, mais la conscience est conservée, ce qu'on appelle le locked-in syndrome, d'accord? Et l'infarctus cérébelleux, parfois asymptomatique et se révèle souvent par des troubles de l'équilibre et parfois un mini-syndrome cérébelleux ipsilatéral à la lésion, c'est-à-dire du côté de la lésion. En cas d'infarctus cérébelleux de grande taille, il peut exister un risque vital par compression du tronc cérébral par l'œdème cérébral et entraîne aussi une hydrocéphalie aiguë par compression du quatrième ventricule. Déjà, les atteintes de la région cérébelleuse, elle est très dangereuse. Et donc, vous voyez que l'atteinte du tronc cérébral, elle est très sensible et elle est très dangereuse. Le patient avec une atteinte du tronc cérébral, il peut s'aggraver rapidement ou bien se compliquer d'une manière rapide et entraîner des conséquences qui peuvent être graves et des séquelles qui sont importantes. Et donc, au niveau bulbaire, on a le syndrome de Wallenberg. On a aussi d'autres syndromes que je ne vais pas peut-être les détailler parce que ça devient plutôt, c'est des données que vous pouvez avoir et vous pouvez les lire après, comme le syndrome sous-bulbaire de Palsky, le syndrome de Babinski-Nagot ou de Ligny-Bulbe, ou bien le syndrome paramédian de foie, d'accord? Au niveau de la protubérance, on a le locked-in syndrome qu'on a détaillé tout à l'heure. On a le syndrome de Fourville protubérantiel, bas et haut, d'accord? On a un syndrome qui est plutôt, on le voit souvent, comme le syndrome de Miller-Hubler. C'est quoi le syndrome de Miller-Hubler? Il associe une paralysie faciale périphérique homolatérale à une hémiplégie contralatérale. Là, c'est important de le connaître. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de pathologies. On a dit qu'on est dans le tronc cérébral, c'est-à-dire qu'on est dans une atteinte plutôt centrale du système nerveux central. Et là, on dit que c'est une paralysie faciale périphérique. D'accord? C'est-à-dire les patients, on a des paralysies faciales périphériques pas fréquentes. C'est pour ça qu'un patient, lorsqu'il vient avec une paralysie faciale, on fait quand même un examen neurologique. Si on retrouve un déficit hémicorporel contralatéral, c'est-à-dire là, on n'est pas dans la paralysie faciale périphérique d'origine nerveuse périphérique, mais plutôt dans le central, au niveau du noyau du septum, qui est dans la protubérance. Et donc, on a ce qu'on appelle le syndrome de Miller-Hubler. Donc, on a une paralysie faciale périphérique qui est homolatérale à la lésion, une hémiplégie contralatérale. Donc là, on ne laisse pas le malade tranquille, mais on lui dit de faire une IRM cérébrale via un scanner centré sur la région protubérantielle. C'est pour ça que la clinique, elle est très importante. Et on a aussi l'hémiplégie cérébelleuse de Pierre-Marie Foix et l'anesthésie alterne. Et au niveau mésencéphalique, on a plusieurs aussi syndromes, comme le syndrome de Claude Bénédicte, syndrome du noyau rouge, syndrome de Pardo, mais on retrouve aussi un syndrome de Weber. Aussi, il est important, il y a aussi une paralysie homolatérale du nerf oculaire commun à une hémiplégie contralatérale incluant la face. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a? On a un malade qui se présente aux urgences pour une atteinte du 3. Par exemple, un ptosis, il y a un strabisme qui est plutôt divergent. Donc là, on pense avec un déficit contralatéral. Il se voit associé à une hypoesthésie à tous les modes du côté de l'hémiplégie, c'est-à-dire contralatéral. C'est-à-dire quand on a une atteinte du 3 d'un côté et un déficit d'une voie longue contralatérale, on pense à un syndrome de Weber. Et là, on pense à un syndrome du tronc cérébral au niveau mésencéphalique. Donc, vous voyez que c'est important, la localisation, bien la topographie de la clinique. D'accord? Donc, on va parler maintenant des infarctus profonds ou des infarctus lacunaires. Ça, quand on a vu aussi des occlusions tout à l'heure artérielles grandes, mais parfois il y a des petites artérioles perforantes dont le diamètre il est très réduit, de 200 à 400 micromètres, par l'hypohyalinose. Lorsque ces petites artérioles sont obstruites, donc on a ce qu'on appelle l'apparition des lacunes. Les tableaux évocateurs, c'est des petits infarctus cérébraux, d'accord? Les quatre les plus fréquemment cliniquement, on a une hémiplégie qui est motrice pure, si on voit la lésion dans la capsule interne, des hémianesthésies pures d'un hémicorps
ou prédominance dans la tête, surtout au cours de la thalamus. On a une dysarthrie, mais malhabile, c'est la pied de la protubérance, et parfois une hémiparésie avec une hémiataxie. D'accord? L'état lacunaire est les conséquences de la multiplication des petits infarctus profonds. Il est associé il est caractérisé par l'association, c'est-à-dire si on a ces petits vaisseaux qui sont profonds, qui sont touchés, ils se répètent, on a ce qu'on appelle un état lacunaire. Ça se manifeste par un syndrome pseudo-bulbaire avec des troubles de la déglutition, de la phonation, un rire et un pleur spasmodiques, sur des palpitations parfois rient, parfois pleurent, une marche à petits pas, des troubles sphinctériens et détérioration de la fonction cognitive. Ça, c'est pour les petits infarctus profonds ou bien les lacunes. D'accord? Donc là, c'est très important parce qu'on va parler d'accident ischémique transitoire, l'AIT. C'est quoi un AIT? Parce que parfois on définit à tort et à travers l'AIT. L'AIT, c'est un épisode bref, typiquement moins d'une heure, de dysfonctionnement neurologique dû à une ischémie focale, cérébrale ou rétinienne, sans lésion cérébrale individualisable en imagerie. C'est quoi ça? Des fois, on a un déficit neurologique qui est bref. Les définitions ont tendance depuis longtemps, moins de 24 heures, moins de 2 heures, moins d'une heure, moins d'une demi-heure, mais plutôt la nouvelle définition, s'il s'agit d'un déficit neurologique transitoire causé par une ischémie focale cérébrale, médulaire ou rétinienne sans infarctus récent. C'est-à-dire lorsqu'on a un déficit neurologique qui régresse rapidement, d'accord? Rapidement, ça peut être moins d'une demi-heure ou une heure, sans lésion cérébrale identifiable à l'imagerie, ça dépend si on fait un scanner cérébral, il est normal. Donc là, on est dans l'AIT. D'accord? C'est un épisode bref. Donc, les symptômes suivants sont compatibles avec un AIT, mais ne doivent pas faire retenir le diagnostic en première intention. C'est-à-dire là, un AIT peut se présenter avec ça, mais pas isolément. C'est-à-dire lorsqu'on a un vertige isolé, non, on ne peut pas dire que c'est un AIT. Diplopie, dysarthrie, trouble de la déglutition, perte de l'équilibre, symptômes sensitifs et drop attack. Drop attack, c'est-à-dire le patient marche, c'est un dérobement de la jambe et il tombe. D'accord? Ces symptômes isolés ne veulent rien dire. Enfin, ils ne veulent pas dire plutôt un AIT, mais s'ils sont associés, là, il faut craindre un AIT. D'accord? Donc, le diagnostic d'AIT devient probable si ces signes s'associent de façon successive ou concomitante entre eux ou signes d'AIT. Une perte de connaissance, confusion, une amnésie, une faiblesse généralisée transitoire ne sont pas vraiment évocateurs d'un AIT. D'accord? Et donc, le diagnostic de l'AIT, il est difficile du fait de la brièveté des phénomènes et repose sur la qualité de l'interrogatoire. L'installation rapide, en moins de 2 minutes, de facteurs suivants. Et là aussi, on a vu tout à l'heure la circulation carotidienne et vertébro-basilaire. Et là, on a des symptômes comme la carotidienne, la cécité monoculaire, les troubles du langage comme l'aphasie, les troubles moteurs et sensitifs unilatéraux. D'accord? Et on a des symptômes évocateurs d'un AIT vertébro-basilaire, c'est des troubles moteurs ou sensitifs bilatéraux ou à bascule touchant les faces ou les membres, les pertes de la vision ou d'un émission, et parfois même on peut la retrouver dans l'AIT carotidien. Donc là, on a vu l'AIT avec les différents signes cliniques, mais parfois certains diagnostics neurologiques comme l'oramie créneuse, elle peut prêter confusion avec l'AIT, les crises épileptiques partielles, d'accord? Là, ça peut aussi prêter confusion avec l'AIT. C'est pour ça un interrogatoire minutieux est important pour faire la part des choses. L'hypoglycémie aussi, c'est-à-dire un patient vient comme une perte de connaissance, il faut toujours faire une glycémie pour voir il est vraiment en hypoglycémie. Parfois les vertiges paroxystiques ou maladies de Ménière, un glaucome ou une pathologie rétinienne, l'hypotémie, l'hystérie de conversion, c'est la somatisation d'origine psychologique. Maintenant, l'imagerie cérébrale. En matière d'AVC, on a l'IRM et l'examen de référence pour confirmer le diagnostic de l'AVC. Et en cas de non associé, et si on ne retrouve pas les moyens pour faire une IRM cérébrale, on fait un scanner. Le scanner cérébral. Dans les premières heures, lorsqu'un patient vient à un AVC, il vient dans les premières heures, il est vraiment, parfois, il est normal. Normal. Bon, on dit pourquoi faire un scanner, mais lorsqu'on n'a pas les moyens de faire une IRM, on fait un scanner cérébral.
un patient vient un déficit, donc le scanner cérébral il est important. Même s'il est normal, c'est-à-dire qu'au moins, on a éliminé une hémorragie. Une hémorragie, l'hémorragie, c'est le sang, et il peut se voir tout de suite après un scanner. Le scanner, on parle de densité. On a une hypodensité, lorsque la densité diminue dans les accidents vasculaires ischémiques, et d'hyperdensité, c'est-à-dire en blanc, lorsqu'il y a une hémorragie. Donc, on fait un scanner, il est normal, c'est-à-dire on a déjà éliminé un accident vasculaire hémorragique. Parfois, on a des signes, ce qu'on appelle précoces, qu'on peut voir avant la constitution d'un AVC au scanner. On a une hyperdensité artérielle, ce qu'on appelle l'artère sylvienne trop belle, ce qui témoigne du thrombus dans l'artère, un effacement des sillons corticaux, une dédifférenciation de la substance blanche et substance grise, d'accord? Atténuation du noyau lenticulaire. Et au-delà de 6 heures, on retrouve l'hypodensité de l'infarctus cérébral qui apparaît et s'accentue au fur et à mesure, d'accord? Et qui concerne le territoire vasculaire atteint, d'accord? Elle entraîne après plusieurs mois une dilatation des ventricules. Bon, donc, un scanner cérébral peut être normal au début, il nous élimine déjà une hémorragie, mais parfois on retrouve des signes précoces. Après quelques temps, 6 heures ou plus, la constitution d'un AVC se voit avec une hypodensité. Parfois, voilà, on voit au scanner une hyperdensité qu'on appelle l'artère dense. D'accord? Ça, c'est l'artère dense qui signe la constitution prochaine d'un AVC. D'accord? L'atténuation d'un contraste par rapport à l'autre côté. Là, on voit l'atténuation de contraste cortical, début et la fin. Là, une atténuation du cortex du noyau lenticulaire. On voit la différence qui, au bout d'un certain temps, on voit la constitution de cette hypodensité dans le territoire où le contraste est diminué. D'accord? Ça, c'est des signes indirects de la constitution d'un AVC. Et l'examen de choix, c'est bien sûr l'IRM cérébral. On a dit que dans le scanner, on parle de densité. Dans l'IRM, on parle de signal. D'accord? Et on a plusieurs séquences, notamment la séquence de diffusion. Cette séquence de diffusion, elle visualise l'infarctus cérébral d'une manière très précoce, c'est-à-dire dès la constitution en quelques minutes, sous forme d'un signal hyper intense. T2 et le flair, il visualise l'infarctus cérébral récent au bout de quelques heures et permet d'identifier les AVC. D'accord? Le T2 étoile, il visualise surtout les lésions hémorragiques intraparenchymateuses et le TOF, ou bien Time of Flight, c'est des séquences angio avec produit de contraste pour l'étude des branches, surtout de branches de polygon de Willis, pour retrouver les occlusions. Et les séquences de perfusion, on a vu la diffusion et de perfusion. Elle est réservée plutôt dans les centres spécialisés, surtout là où l'on fait la thrombolyse, parce que la différence entre, elle visualise la zone hypoperfusée et la soustraction entre les deux régions, entre la diffusion et la perfusion, permet d'identifier la zone pénombre. On voit ce qu'on a discuté dans la physiopathologie, c'est cette zone pénombre où les lésions sont réversibles, où on peut agir par la thrombolyse. D'accord? Là, la première séquence, c'est un scanner. On voit la constitution d'un AVC d'une zone hyperdense, d'accord? On voit hypodensité en noir, c'est la région plutôt sylvienne ou bien moyenne superficielle, comme on a vu tout à l'heure. L'IRM T2, au moins on a le LCR en blanc, c'est un petit infarctus profond thalamique plutôt gauche, d'accord? On voit l'IRM de diffusion ici, d'accord? Un infarctus dans le territoire de l'artère cérébrale postérieure, là, et le flair, ici, on voit cet hypersignal plutôt dans cette séquence. Hein? Donc, pour le bilan étiologique, il y a plusieurs explorations à faire, notamment, surtout, chez les sujets jeunes, parce qu'on peut retrouver la cause de cet AVC. D'accord? Notamment, on a des explorations artérielles, comme l'échodoppler des troncs supra-aortiques. D'accord? Donc, l'échodoppler du tronc supra-aortique, il est une première intention, surtout dans les AIT. Parce que les accidents ischémiques transitoires, la majorité du temps,
on a une occlusion carotidienne. Et si cette occlusion carotidienne dépasse un certain pourcentage, comme 70%, on a recours à la chirurgie pour éviter la reconstitution d'un AVC. Donc l'échodoppler, c'est un examen très très important. L'angiographie aussi, l'IRM, l'angiographie, elle est très importante, il y a un angioscanner, et les explorations cardiaques aussi, d'accord. L'échographie transœsophagienne, transthoracique aussi, elle est importante. L'étude des bilans biologiques qui est important, d'accord, comme le bilan standard, la glycémie, bilan lipidique, l'homéostasie, les anticorps antiphospholipides, l'étude du LCR, et un bilan cardiaque qui doit être détaillé à la recherche d'une cause. Parce que chez les sujets jeunes, on a plusieurs étiologies, notamment les causes vasculaires, les causes dyslipidémiques, les causes hématologiques, les maladies de système aussi. Donc, c'est un chapitre très important et c'est un chapitre très étoffé. Donc, autant faire un bilan très détaillé pour ne pas passer à côté d'une pathologie et refaire un autre AVC après. Donc, pour la prise en charge thérapeutique, on a la prise en charge symptomatique lors d'un AVC. L'hospitalisation, elle est préférable si on a de la place. Le repos strict au lit, la surveillance de la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la température, la saturation. On a besoin d'un scope. Il faut respecter la tension artérielle et ne pas la baisser que si la pression artérielle est supérieure à 22,12. Arrêt aussi des antihypertenseurs. Pourquoi on fait cette procédure? Parce que au cours d'un AVC, le cerveau AVC, surtout ischémique, on a une hypoperfusion cérébrale. Ici, on fait des traitements antihypertenseurs, c'est-à-dire qu'on va entretenir cette hypoperfusion et aggraver l'AVC. C'est-à-dire même si on trouve des chiffres tensionnels un peu élevés, c'est normal, c'est la réaction du corps face à cette hypoperfusion. Donc, un traitement antipyrétique par des antibiotiques, c'est nécessaire et parfois même rechercher un foyer s'il est présent infectieux, un traitement de l'hyperglycémie selon les protocoles correspondants, la correction de l'hypoxie par l'oxygénation. Donc, parfois même dans l'AVC, il vaut mieux oxygéner le cerveau, surtout au début. Traitement d'un éventuel œdème cérébral, s'il y a un œdème important. Si on a des troubles de déglutition, on a recours à la sonde et une prévention de l'ulcère gastrique en cas de stress. Parfois même, si on a des épilepsies, des crises épileptiques, il y a des écoles qui disent qu'il faut traiter, d'autres qui disent ne pas traiter. Mais on peut traiter pendant un mois et arrêter le traitement après. Parce que selon les études, que les crises épileptiques qui sont secondaires à une pathologie vasculaire cérébrale ne sont pas durables. D'accord? Donc on peut soit ne pas traiter ou bien traiter momentanément. Donc la thrombolyse. La thrombolyse, c'est un procédé qui est utilisé surtout en cas d'AVC ischémique en absence de contre-indication, surtout des contre-indications qui contre-indiquent l'hémorragie, d'accord, et cela dans les 3 heures et demie jusqu'à 4 heures. On peut utiliser cette thrombolyse. Là, il faut faire un interrogatoire très minutieux, savoir l'heure exacte du déficit. Par exemple, si le patient il est endormi et il fait un AVC du réveil, là, il vaut mieux ne pas thrombolyser parce qu'on ne sait pas la durée du déficit. Elle est faucon parce que parfois, il peut qu'il a fait un déficit la nuit et au réveil, on a par exemple 5 heures à 6 heures du déficit. Et là, on peut avoir un risque d'hémorragie plus tôt. D'accord? Donc, il faut traiter, thrombolyser dans les 3 jusqu'à 4 premières heures de déficit en absence de contre-indication, d'accord, pour éviter le risque d'hémorragie. Et les contre-indications, il y a par exemple l'hyperglycémie importante, l'hypertension, par exemple une chirurgie récente, une intervention. Il y a plusieurs procédés, donc surtout pour éviter l'aggravation de l'hémorragie. Et comme procédé, on a l'actilyse en IV, en 10% en bolus et le reste en IV sur 1 heure. On a une surveillance neurologique de la tension artérielle, de la glycémie pendant 15 jours et puis pendant 24 heures. Et le risque, c'est plutôt d'avoir une transformation hémorragique. D'accord? Lorsque le traitement spécifique en dehors de la thrombolyse, lorsque un patient il a par exemple une pathologie cardiaque,
comme une ACAPA par exemple, et on doit utiliser ce qu'on appelle les anticoagulants. D'accord? Donc, l'anticoagulant, surtout en matière aiguë, on utilise les parines à vapeur moléculaire comme le Lovenox à dose curative. D'accord? Surtout en cas d'embolie cardiaque, d'ACAPA, de dissection artérielle, de sténose, déficit. Et là, les contre-indications, c'est surtout l'hémorragie au scanner cérébral, un AVC massif, une HTA non contrôlée, une endocardite. Donc, l'anticoagulation, c'est selon le contexte. D'accord? Et si pas de contre-indication formelle aux anticoagulants, s'il n'y a pas d'indication ou bien d'indication formelle aux anticoagulants, notre protocole habituel, on a l'anti-agrégation plaquettaire, d'accord, qui est admis à notre niveau, ce qu'on fait l'aspirine, l'aspigique à 100 mg ou bien 300 mg les 3 premiers jours, puis 100 mg les autres jours, d'accord? Et parfois même les parines vapeur moléculaire à dose préventive, comme le Lovenox en sulfané à 0,4. D'accord? Parfois, des gens qui préconisent l'association entre le clopidogrel et l'aspégique, donc c'est des études, c'est des protocoles. Mais plutôt, on admet ça. Et plutôt après, il faut aussi de la rééducation et le nursing fonctionnel. C'est une étape très importante pour cet AVC. Donc, un patient vient avec un déficit neurologique récent, donc il faut faire un bon interrogatoire, rechercher les facteurs de risque vasculaire, qui est important. Après avoir identifié et suspecté un accident, plutôt dans un territoire donné, on fait une exploration cérébrale. S'il y a IRM, on aura des résultats tout de suite. S'il n'y a pas d'IRM, un scanner et on recherche s'il est normal les signes indirects. Sinon, après, on refait un scanner de contrôle. D'accord? Et là, on commence directement le traitement. Si le déficit il est récent, il n'y a pas de contre-indication à la thrombolyse, on démarre la thrombolyse, d'accord? Et si le déficit il est de quelques heures, où il y a une contre-indication à la thrombolyse, on fait les anti-agrégants plaquettaires plus la rééducation et la surveillance. Donc, et je pense qu'on a terminé le cours. Si vous avez des questions sur les AVC, vous pouvez laisser les questions et répondra lors d'un autre cours. D'accord? Et je vous remercie.